Est-ce que vous êtes prêt à relever le défi et devenir le gardien de Havresac? Et c'est parti! L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour, bien l'école du jeu. Mon nom est Sylvain et on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de Les gardiens de Havresac. Alors, il s'agit d'un jeu designé par Frédéric Guérard et qui a été édité par Catch Up Games. Donc, c'est un jeu qui se joue de 1 à 4 joueurs d'une durée d'environ 30 minutes. Donc, c'est un jeu qui vise un public un peu plus familial. Donc, le jeu dit 10 ans et plus sur la boîte, ce que je trouve très adapté. Donc, dans le jeu, vous allez devoir tenter de recruter des héros avec un concept de backbuilding plutôt sympathique. Donc, on va aller voir les règles, puis après ça, je vais vous donner mon avis. Alors, voici donc les gardiens de Havresac. Alors, en début de partie, chaque joueur va récupérer un plateau comme ça et il va placer divers éléments. Donc, premièrement, il va placer les coffres sur les espaces et il va également placer les tuiles de village comme ça ici. Chaque joueur va également récupérer un sac dans lequel il va placer des petits jetons. Et là, les petits jetons sont représentés ici comme ça. Par des petits personnages qu'on va pouvoir recruter tout au courant de la partie. Donc, on commence avec 2 guerriers, comme ça ici, une prêtresse, un voleur et un guide, mais tout au courant de la partie, on va être amené à aller chercher des nouveaux jetons qui vont venir dans notre petit sac. Donc, on les place comme ça ici. Parlant des personnages, ils sont représentés par des petites tuiles comme ça. Et là, lorsqu'on joue une première partie, on peut jouer du côté de jour, mais sachez qu'il existe également un second côté. Mais pour les bienfaits de cette vidéo, je vais les conserver du côté du jour. Et là, ces informations-là sont disponibles pour tous les joueurs. Donc ça, chaque joueur a vraiment son plateau. On va également placer tout au long du plateau les divers éléments, donc les monstres, également les petits jetons comme ça, qui vont être accessibles à tous les joueurs. Le jeu va se jouer en 5 manches qui vont être faites de la même façon. Alors, en début de partie, premièrement, ce qu'on va faire, c'est que un joueur va être l'éclaireur, donc il va choisir justement en début, et il va faire 5 piles avec 5 cartes comme ça ici. Il va les placer au milieu de la table, et au début de chacun des rounds, on va révéler ces cartes-là. Mais après avoir fait toutes ces piles-là, il va rester quand même 3 cartes, et on va les révéler. Et là, ça indique à quel endroit on va placer certains monstres. Parce que le jeu vient avec différents éléments. Donc, il y a des fées et il y a également différents types de monstres. Et là, les fées sont des petits meeples comme ça ici. Et les monstres, on en a 3 couleurs différentes. Et là, lorsque le jeu nous dit de placer, par exemple, le monstre ici sur la case C, tous les joueurs vont regarder sur leur case C et placer le monstre indiqué. Donc, par exemple, ici, le monstre irait sur la case C. Donc, le C rouge est ici. Donc, tous les joueurs vont placer ce monstre-là. Et là, les monstres, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'on va devoir tenter de les vaincre. Et là, après que tous les joueurs aient placé les éléments, on est prêt à jouer. Et là, à ce moment-là, les joueurs vont pouvoir jouer de manière simultanée. Ils vont pouvoir piger dans le sac, comme ça ici, aller récupérer un de ces jetons et le placer sur le plateau de jeu. Donc, les règles de placement disent qu'au début, on doit toujours sortir les tuiles à partir du château. Et là, chacun des personnages va avoir également un nombre de déplacements. Donc, par exemple, ici, le guide nous dit se déplace de 2 et il y a un pouvoir spécial, celui de placer une tente. Je vais revenir aux pouvoirs spéciaux, mais pour l'instant, on va s'attarder au mouvement. Donc, lorsqu'on va avoir le mouvement, on va pouvoir se déplacer de 2. Et là, lorsqu'on va se déplacer de 2, c'est toujours de 2 cases de manière orthogonale. Donc, par exemple, ici, on se déplacerait comme ça ici. On ne peut jamais se déplacer en diagonale. On ne peut également pas passer par-dessus les lacs. Et lorsqu'on arrive dans une forêt, on doit terminer notre mouvement. Donc, si jamais on va vouloir essayer, il va falloir naviguer à travers le paysage de la manière la plus efficace possible. Et là, il faut faire attention parce que si jamais il y a un monstre, on ne pourra pas aller sur la case. Donc, si jamais il y a le monstre, essentiellement, il va bloquer la case. Les coffres, on peut passer par-dessus, mais on ne pourra pas les ouvrir, sauf si on est un voleur. Parce que, ce qui m'amène à vous parler des pouvoirs spéciaux, le pouvoir spécial du voleur, si le voleur s'arrête sur une case coffre, il va pouvoir le récupérer. Et là, les coffres ont tous des petits bonus comme ça qu'on va pouvoir obtenir pendant la partie. Et également, ils vont nous donner des points. Donc, les coffres vont nous valoir des points qui vont être très utiles. Les guerriers, pour leur part, eux, sont les seuls qui sont autorisés à affronter des monstres. Donc, lorsqu'un guerrier arrive sur une case de monstre, il va pouvoir le vaincre. Et là, on va pouvoir le placer dans notre petite case ici, de manière à récupérer des points de victoire éventuellement. Le guide, ici, comme ça, va pouvoir placer une petite tuile de tente. Eh bien, qu'est-ce que les tuiles de tente vont pouvoir faire? Eh bien, on va les laisser là pour le prochain round. Donc, admettons qu'il aurait terminé son tour ici. Je vais pouvoir placer un petit marqueur de tente. Et lors du prochain round, les personnages vont pouvoir partir à partir de là. Donc, c'est comme une espèce de campement. Donc, au lieu de partir du château ou d'une pièce précédemment jouée, on va pouvoir le mettre là.
Une petite note concernant les jetons tente. Donc, lorsqu'on va laisser un guide sur une tuile, sur une case, il va déposer un jeton tente qui va rester là pour le prochain tour. Mais malheureusement, lors du tour suivant, les tentes vont être retirées. Donc, les tentes vont toujours rester le temps du prochain round, mais malheureusement, elles vont quitter ensuite. Donc, les joueurs vont devoir habilement réussir à se promener tout autour de leur plateau de jeu de manière à retirer les différents éléments. L'archer, lui, pour sa part, va pouvoir affronter les monstres, mais à distance. Donc, non, il ne pourra pas aller sur la case, mais il va pouvoir l'affronter en ligne droite et le vaincre. Le pouvoir du druide, et là le druide, on ne commence pas avec un pouvoir très fort parce que il se déplace comme une plume. Donc il se déplace de 4 et il peut passer par-dessus l'eau, il peut passer également par-dessus les forêts, mais il ne peut pas s'arrêter sur une tuile de manière à occasionner un effet. Parce qu'il y a certaines tuiles, comme par exemple ici de village, que lorsqu'on va terminer notre tour sur une tuile de village, on va pouvoir récupérer un village réparé, comme ça ici, et on va le placer. À la fin de chacun des rounds, on va d'ailleurs marquer des points pour les villages. Donc de tour en tour, si on est rapide à pouvoir débarrer les villages comme ça, on va pouvoir marquer un maximum de points. Et pour terminer, la prêtresse, ce qu'elle va pouvoir faire, c'est qu'elle va pouvoir faire en sorte de prendre la place d'un autre jeton et on va retourner le jeton dans le sac. Donc, on va pouvoir le remettre de manière à ce qu'il soit retiré tout au courant du même tour. Donc, chacun des personnages ont leur petit pouvoir, mais il y a également du côté sombre, qui vont offrir des pouvoirs différents et je vais vous les laisser découvrir. Donc, lorsque c'est le tour des joueurs, en début de round, ce qu'on va faire justement, on va révéler les 5 cartes et on va placer les différents éléments qui se trouvent ici. Donc, les petites filles, les monstres, etc. Et là, les éléments vont être placés sur le plateau de jeu de tous les joueurs et là, tous les joueurs vont pouvoir jouer de manière simultanée en jouant leurs petits jetons. D'ailleurs, chacun des monstres qu'on va battre tout au courant du round va nous donner un certain nombre d'étoiles. Les fées qu'on va également récupérer vont nous donner des étoiles. Et ces étoiles-là vont servir pour comptabiliser le nombre de points de gloire, donc essentiellement les points de victoire qu'on va récupérer à la fin du round, mais également le nombre d'argent qu'on va recevoir. Les monstres, également, lorsqu'ils ont été vaincus, après qu'ils aient donné des points, on va pouvoir les placer sur la piste ici. Et là, selon l'endroit où on va réussir à se rendre, on va pouvoir marquer des points de victoire. Et là, l'argent, à quoi va servir? On va pouvoir acheter des nouveaux jetons, donc ça va pouvoir nous permettre d'avoir plus de jetons. Et là, la valeur de chacun des personnages est indiquée. Donc, par exemple, si on veut une tuile guerrier, on va pouvoir payer 4 pièces. On peut payer tant aussi longtemps qu'on a de l'argent et l'argent qu'on n'a pas utilisé, on va la conserver pour le prochain tour de manière à pouvoir justement acheter plus de jetons. Donc, les tours vont se faire comme ça jusqu'à temps qu'on ait passé 5 rounds. Donc, toutes les cartes comme ça ici est passé. À ce moment-là, on va cumuler les points de victoire, donc les points de gloire, en regardant justement, tout au courant de la partie, ceux-là qu'on a fait, mais également, comme je disais tantôt, la piste ici comme ça qui va pouvoir nous permettre de pouvoir marquer des points à la fin. Chaque coffre qu'on a récupéré, qu'on a utilisé ou non, le pouvoir spécial va pouvoir également nous donner 2 points de gloire. Donc, après ces 5 rounds, on va regarder le joueur qui a le plus de gloire et il va remporter la partie. Et voilà, ça fait le tour de l'aperçu des règles des gardiens de Havresac. Maintenant, qu'est-ce que j'en pense? Alors, premièrement, je tiens à vous dire, je n'ai pas joué énormément de parties. J'ai joué une partie en solo. Donc, la partie en solo vise à battre son propre score. J'ai également joué une partie à 2 joueurs, mais je n'ai pas encore eu l'occasion de jouer à plusieurs joueurs. Donc, c'est vraiment une présentation là, globale un peu que j'ai fait. Mais je voulais quand même vous donner mes premières impressions parce que j'ai trouvé que les gardiens de Havresac étaient un jeu très sympathique. Donc, c'est un jeu probablement qui vise un public, je dirais familial, mais qui est quand même intéressant pour les joueurs. Donc, c'est un jeu qui est facile à prendre en main avec l'élément de backbuilding, donc de chercher dans son petit sac. Donc, on va devoir tenter de construire le bon bag de manière à pouvoir optimiser nos placements. Et c'est là que le jeu devient croustillant parce que je l'ai essayé avec ma fille et je dirais que je pense que le petit côté stratégique de plus, je pense qu'il lui manquait ça. Bon, ma fille a 10 ans, ça n'a pas été un échec du tout, là, ça a été quelque chose d'agréable, mais je l'ai préféré quand même avec des joueurs un peu plus aguerris, je dirais. Parce que ce que j'ai trouvé d'intéressant, c'est le système de placement. Parce que lorsqu'on va retirer le jeton du sac, on va le partir à partir du château ou à partir d'un jeton déjà placé. Parce que le plateau de jeu, qui est individuel à chaque joueur, on va devoir tenter de le couvrir le plus possible. Et là, d'aller chercher les recoins, d'aller chercher les villages dans le coin. Et là, les villages, faut pas sous-estimer ça parce que chaque village qu'on va réussir à reconstruire va nous marquer des points à la fin de chacune des manches. Donc, si jamais on décide de sortir fort pour essayer d'aller chercher le plus de villages en début de partie, on va pouvoir marquer des points très intéressants tout au courant de la partie. Donc, c'est vraiment un plus donc d'aller chercher les étoiles à la fin de chacun des rounds. Et là, je sais, pendant la vidéo, là, j'ai mélangé un peu des fois les étoiles, les points de gloire. Donc, on récupère des étoiles pour qu'à la fin de chacun des rounds, on fasse des points de gloire. Donc, pour simplifier. Et j'ai trouvé que ce truc est très intéressant parce que oui, chaque joueur a son propre plateau et on va le garnir, si on veut, avec les mêmes choses, mais les joueurs vont avoir des façons tout à fait différentes d'aller explorer leur propre plateau parce qu'il va
avoir des jetons différents. Donc, malgré le fait que les monstres arrivent au même endroit, chaque joueur va décider de son propre chef où les placer. Et le fait d'optimiser justement les personnages qu'on va acheter, parce que ça paraît pas, mais le druide coûte très cher, mais on peut se déplacer vraiment énormément, donc ça va pouvoir permettre de le placer plus loin, de manière à ce que le prochain personnage qu'on pige puisse partir de là, donc ça nous permet de pouvoir essayer d'acheter des choses, mais malheureusement il pourra pas compléter des missions, donc par exemple réussir à récolter une fée, ou encore à reconstruire un village. Même chose, les monstres qui vont nous mettre des bâtons dans les roues, parce que ça paraît pas, mais si on tombe dans une forêt, ça va nous limiter fortement lorsqu'on arrive dans une forêt d'arrêter, et là on va devoir estimer de devoir placer nos choses, et si les monstres viennent nous bloquer, il faudra absolument mettre des héros ou mettre des archers pour pouvoir aller justement les affronter. Même chose avec les coffres. Il y a beaucoup de coffres sur notre plateau de jeu. Au début, on est comme, ok, je vais prendre mon temps, mais ça prend beaucoup de voleurs pour réussir à les chercher. Donc, il va falloir se concentrer sur quelque chose pour pouvoir essayer de le faire, ou faire un petit peu de tout, mais c'est là que le jeu devient très intéressant. Il nous offre des décisions qui sont très intéressantes, d'aller chercher son plateau, d'aller optimiser, d'aller exploiter son plateau le mieux possible, et avec le concept de backbuilding, j'ai trouvé ça très amusant. Le fait également que tous les joueurs jouent d'une manière simultanée, c'est un gros plus, ça permet d'avoir un bon tempo au jeu. Donc oui, on va regarder un peu après le round qu'est-ce que les autres vont avoir fait, mais ultimement, on se concentre sur nos petites choses. Donc c'est certain, il n'y a pas énormément d'interaction avec les autres joueurs, on va pas mettre vraiment des bâtons dans les roues, chacun fait ses petites choses de son côté, de manière à marquer des points. Et là, bon, ce qui est intéressant également, le jeu vient avec deux pouvoirs de personnages, on peut jouer du côté jour ou du côté soir. Donc pour ma part, j'ai seulement joué du côté jour, mais ça va permettre de pouvoir faire une belle petite variabilité, et je pense que les possibilités de faire plus de choses également, de rajouter des extensions, des nouveaux personnages, ne serait-ce que d'ajuster les personnages. Donc c'est très facile, un coup rendu là. Donc les Gardiens d'Avresac a été une belle surprise pour moi. Mes attentes étaient pas super élevées, je savais pas trop à quoi m'attendre, et finalement j'ai été très surpris et j'ai apprécié ce jeu-là. Donc si jamais c'est le genre de choses qui peut vous intéresser, je vais t'acheter un coup d'œil aux Gardiens de Havresac. Alors c'était Sylvain pour l'école de jeu, et on se dit à la prochaine.